tu as toute ta vie qui s'écroule du jour au lendemain, comme ça. Enfin, voilà, tous les repères, c'est un gros choc en fait. Et donc, du coup, s'ensuit tout le cheminement de deuil qui se présente en fait. Et lors de ce cheminement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pensais pas croiser en fait dans l'univers du deuil. Et je me suis aussi surtout rendu compte que tout le cheminement que j'avais fait avant m'avait donné des outils. Et que ces outils-là ont été vraiment très très précieux et que c'était ça que j'avais envie de partager en fait. Cette chance d'avoir eu ces outils. Like a bird on a tree, I'm just sitting. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire et Extra. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Seigneur. Bonjour Isabelle. Bonjour Gwen, enchantée d'être là avec toi. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je te suis sur les réseaux depuis un petit moment, comme ça, sans qu'on se connaisse vraiment. Puis j'ai vu que tu as traversé des événements difficiles il y a déjà maintenant quelques temps. 3 ans, ouais. 3 ans déjà. Et tu as écrit un livre et c'est là que j'avais envie, moi, de me procurer ton livre pour mes éventuels patients. J'aime bien avoir des livres pour aider, pour prêter. Et puis de là, on s'est dit, pourquoi pas finalement se rencontrer. Et que tu nous partages du coup à tous tout ce chemin qui t'a amené à écrire ce livre. Oui, avec plaisir. Donc il y a 3 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé Alors il y a 3 ans, lors d'une intervention, mon mari est décédé. Une intervention chirurgicale? Oui. D'accord. Et en fait, tu as toute ta vie qui s'écroule du jour au lendemain, comme ça. Enfin, voilà, tous les repères, c'est un gros choc en fait. Et donc, du coup, s'ensuit tout le cheminement de deuil qui se présente en fait. Et lors de ce cheminement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pensais pas croiser en fait dans l'univers du deuil. Et je me suis aussi surtout rendu compte que tout le cheminement que j'avais fait avant m'avait donné des outils et que ces outils-là ont été vraiment très très précieux et que c'était ça que j'avais envie de partager en fait. Cette chance d'avoir eu ces outils. D'accord, ok. Je vais reprendre. Alors, l'opération chirurgicale, à la base, il n'y avait rien de dangereux. Si, c'est toujours un petit peu dangereux. C'était des stènes à mettre sur des artères en fait. Et il y en avait un peu trop à mettre. Et il avait refusé de faire une opération à cœur ouvert en fait. Et il préférait juste des stènes. Et tout s'est bien passé jusqu'au dernier stent, qui a déchiré l'artère. Et ils ont recousu le plus vite possible. Et puis après, le cœur a jamais voulu repartir. Voilà, il avait été trop choqué, peut-être trop fatigué, je sais pas. Et donc, vous étiez mariée et femme depuis combien de temps? Alors, en fait, ça faisait 30 ans qu'on habitait, qu'on vivait ensemble. On a eu 3 enfants ensemble. Et donc du coup, c'est toute une vie en fait tout un équilibre qui part. Et quand il y a eu cette opération, toujours on signe même une petite décharge, mais on se dit jamais qu'on va faire partie du pourcentage. La dernière fois que vous vous êtes vus, vous pensiez, est-ce que ça t'avait traversé l'esprit? C'est très étonnant en fait. J'ai toujours été très très angoissée. Et à chaque fois qu'il y avait des petites choses comme ça, même des plus petites, j'étais vraiment dans l'angoisse. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais très sereine. Ah oui. Étonnant. Étonnant. Donc tu avais confiance? J'avais confiance, totale confiance. Est-ce que, là j'extrapole, mais est-ce que c'était quelque chose comment tu l'expliques toi? En fait, je l'ai expliqué que plus tard, cette confiance avec tout ce qui s'est passé après.
et peut-être même avant aussi. Oui. Et en fait, je pense, ce que j'allais dire en mon âme et conscience, que mon âme elle savait. Oui. Voilà. Et que c'était le début d'un chemin. Et que c'était peut-être la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Oui. Ouais. Qui était finalement apaisé. Oh, ben, Enfin, voilà, c'est comme ça que je me le suis oui. expliqué, le fait que ce jour-là, j'ai pas du tout été dans l'inquiétude ou l'angoisse. Ouais. Alors que c'est pas mon fonctionnement. Mais oui, c'était anormal dans notre fonctionnement. Ouais. Et donc, on t'annonce ça, cette sensation de non-anxiété, de tranquillité, te quitte directement ou tu restes dans un flou? Comment En fait, non, quand il y a eu l'appel téléphonique, en fait, ça m'a figée. J'ai vraiment cette sensation de plus rien, figé. Ouais. Et puis tout de suite derrière, alors je sais pas si c'est propre à moi, hein, j'ai l'impression d'avoir un instinct de survie qui est très fort en fait, et tout de suite derrière les choses à mettre en place. Oui. Ouais. D'aller dans l'action, concret, tout de suite. Aller dans l'action, prendre la voiture, se rendre sur place, enfin voilà, tout ce qu'il y avait à mettre, prévenir ma fille pour qu'elle puisse nous rejoindre. Enfin ça a été très méthodique. Oui, puis vraiment l'impression d'être même pas poussée, d'être tirée sur faire les choses. D'accord. Ouais. Donc sur le moment, tu as le figement, parce qu'on connaît maintenant de plus en plus la théorie polyvagale, système de survie. Donc ça t'a figé. Complètement. Mais après, tu t'es justement dit, on se fiche, puis après, si l'organisme arrive, il se... ça a vraiment été comme si, au moment de l'annonce, le premier figement qui a duré, je sais pas combien de temps, je pense que c'est quelques ondes en fait. Et cette espèce de sensation d'être envahi par quelque chose de très cotonneux, en fait, où tu ressens pas vraiment les choses. Oui. Ouais. Où t'es... Ouais. Une anesthésie. Une anesthésie émotionnelle avec une espèce d'entrain de... Il faut mettre les choses en place, il faut faire quelque chose. Ok. Donc là, tu pars à faire tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai que c'est beaucoup de démarches. Oui. Puis aller voir, parce que il était maintenu en vie en fait. Ah oui. Et donc filer en réa, prévenir les enfants, aller avec eux, trouver quelqu'un pour m'emmener parce que je savais bien que c'était pas possible de conduire. Et aller sur place. Et là, tu avais encore... il était maintenu en vie, donc il y avait peut-être une possibilité de réanimer. Toujours un espoir, en fait. Hein, de toute façon, tant que c'est pas fini, Mais oui. Il y a l'espoir qui est toujours là. Donc, quand tu es arrivé sur place, comment ça s'est passé après? Alors quand on est arrivé sur place, déjà il y a l'attente en salle d'attente de réa, le temps qu'ils acceptent que tu rentres et que le médecin te reçoive pour t'expliquer, qui paraît très 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 longue. Et puis ensuite l'explication du médecin qui t'explique un petit peu ce qu'il en est, qu'ils l'ont quand même réveillé pour être sûr que le cerveau fonctionnait. Et donc ils l'ont réendormi tout de suite. Donc nous on l'a jamais revu vivant, j'allais dire, entre deux. Et puis après, on a eu le droit d'y aller, d'aller le voir tous ensemble. Oui. Là, il y avait vos enfants. Il y avait les enfants qui étaient présents. D'accord. Et là, c'est pour dire au revoir ou on se dit on va encore réfléchir Alors, au revoir, à ce moment-là, non. Oui et non, en fait. Enfin, on est dans une ambivalence, en fait, de l'espoir, et puis de se dire ça peut arriver, quoi. C'est encore pas... C'est une éventualité. C'est une éventualité. Et donc, et puis... peut-être ce besoin aussi d'aller communiquer, même s'il n'est pas conscient, et de lui dire, mais accroche-toi, reste, quoi. Tu avais c'est justement ces notions que parfois les personnes dans le coma ou comme ça, inanimées, mais peuvent entendre, percevoir. Puis ma notion, elle va bien au-delà, en fait. Ma croyance, ma perception, on va dire, va bien au-delà.
je savais qu'il y avait un moyen de communiquer d'âme à âme en fait. D'accord. Ouais. Oui, tu avais cet outil-là oui. déjà. Ouais. D'accord. Bah, c'est un des outils qui a été vraiment salvateur, je veux dire. Ouais, quelque chose qui m'a porté aussi. Ouais. Donc là, justement, quand tu as communiqué, est-ce que tu as reçu des informations? Alors oui, en fait, on est arrivé dans l'après-midi. Ma fille qui était à Lille, le temps qu'elle arrive, elle est arrivée en fin de journée. Et donc, on retourne avec elle là-bas. Et puis là, l'infirmière qui était présente nous dit, si vous souhaitez, vous pouvez rester cette nuit. Et forcément, toutes les deux, on s'est écrit, bah ouais, on reste. Et à ce moment-là, dans la salle, il y a une pancarte qui s'est détachée du mur et qui est tombée. Et cette pancarte, c'était marqué « Sens interdit ». Et là, pour moi, tout de suite, c'était lui. Il me disait « Non, reste pas là ». Et puis, bah, pour une fois, je lui ai dit bah, « Écoute, pour une fois, je vais pas t'écouter, mais je vais faire ce que je veux. Et moi, je vais rester là. » Ouais. Il était très pudique, en fait, dans... il n'avait pas envie qu'on le voie en faiblesse. De toute sa vie, ça a été ça. D'accord. Et je pense que c'était ce qu'il voulait nous dire. Non. Ou parfois on entend, enfin j'ai déjà entendu dire que ils ont du mal à se laisser partir quand il y a les proches aussi. Oui, aussi. Et après, je sais pas, je pense que des fois quand l'âme vraiment dit c'est le moment, je suis pas sûre que proche ou pas proche, ça change quelque chose. En tout cas, toi, là, tu savais que tu avais envie de rester, donc voilà, tu as entendu peut-être son message, mais tu as dit non, là, je reste quand même. Que je veux rester. J'ai besoin de rester. Tu as besoin, d'accord. Puis ne serait-ce que pour passer peut-être les derniers temps, en fait, tu vois, près de lui. Et donc vous avez passé la nuit là, comment ça s'est passé justement? Alors on a passé un moment tous les trois ensemble, les autres enfants n'ont pas voulu rester. Et puis de temps en temps, il y en a une qui allait se reposer un petit peu, on se relayait en fait. D'accord. Pour être avec. Bon, j'avoue qu'on ne s'est pas beaucoup reposé. On avait du mal à partir en fait. Vous alliez vraiment rester... près, on parlait ou pas, mais le contact physique, on le touchait beaucoup en fait, c'était ça, Et du coup, tu avais d'autres informations qui te venaient ou Alors à ce moment-là, non, pas pendant cette nuit-là, mais c'était quand? C'était le lendemain matin, où je suis sortie boire un café dehors. Et puis je prends mon téléphone en fait pour prévenir, voir et tout. Et à ce moment-là, je regarde le téléphone et t'as un message de lui sur mon téléphone. Et il y avait écrit « Préviens-moi quand tu rentres ». Et j'étais... Après, moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon univers aussi. Tu vois, ça m'a... J'ai été surprise, mais pas surprise... Je savais que c'était quelque chose qui pouvait arriver. D'accord. Donc je vois ça et je dis magique en fait. La relation est là, tu vois, la communication n'est pas coupée en fait, c'était ça. Et donc je rentre à toute vitesse voir les enfants et je leur dis regardez. Et en fait, j'ai jamais retrouvé le message. On a fouillé mon téléphone pendant des heures, je l'ai pas retrouvé. Impressionnant. Donc là, et c'est porteur en fait tout ça. Mais oui. Le message c'était quand tu rentres, quand tu retournes dans la chambre. Je pense que c'était quelque chose comme ça. D'accord. Donc là, ça te met dans quel état, tu sens qu'il y a un lien en fait, c'est ça. En fait, ça fait tellement du bien. Tu te dis que voilà le lien physique de parole est pas là, mais qu'il existe encore quelque chose. Et ça, c'est... c'est tout, c'est merveilleux, ce que tu te dis, même s'il part. C'est les mystères, et puis c'est l'amour, quoi. C'est l'amour au-delà des... du physique. C'est vraiment ce lien d'âme à âme, en fait. C'est vraiment ça. Et donc, alors après, comment ça se continue? Alors, comment ça se continue? Alors là, c'était un peu plus compliqué puisque le médecin de garde a changé. Et là, on est tombé sur un réanimateur qui était odieux.
odieux, qui nous balançait tout comme une mitraillette et qui était furieux en fait. Alors ça lui appartenait, hein, cette colère, qui était furieux qu'on le maintienne en vie. Et du coup il était odieux avec nous. Ouais. Comme si c'était peut-être notre faute, enfin je sais pas, et donc quand toi t'es déjà dans ça, c'est pas facile à recevoir, hein, ce genre de choses. Et en même temps, et pourtant, en même temps, pour autant, c'est ce qui m'a donné l'énergie en fait. Ah oui. Parce que ça a fait monter forcément une colère, et c'est ce qui m'a donné de l'énergie pour la suite. Ouais, sans ça, je pense que je l'aurais pas eu en fait. Ah oui. Ouais. Donc là, la colère, elle t'a déjà dans l'instant, elle t'a permis quoi Eh bien en fait, il nous a dit en fait qu'au bout de 2 jours qu'il fallait qu'on arrête, puisque les organes lâchaient les uns après les autres. Donc il fallait qu'on prenne la décision de couper. Oui. Et qu'il ne souhaitait pas qu'on y assiste. Et là, la colère est montée, vraiment. Et très calmement en fait. Je lui ai dit, écoutez, voilà, moi on m'a donné la chance de pouvoir être présente. Oui. Jamais, jamais, je passerai à côté. Ouais. Et je pense que s'il n'avait pas été odieux comme ça et que j'avais pas eu cette montée de colère, je suis pas sûre que j'aurais réussi à y aller. Ouais. Oui. J'aurais pas été déterminée au point où je l'ai été, et je le remercie en fait, parce que franchement pour moi ça a été bien de le faire. Ouais. Oui, surtout que tu t'es dit t'as pas envie de le laisser tout seul avec un être aussi odieux. Oui, oui. Ouais. C'est vrai que ça aurait été quelqu'un de très gentil, bienveillant. Bon, bah oui, fait. Ouais, après je pense que c'était même pas la personne qui faisait, c'était plus parce que la personne a fait qu'arrêter des machines. C'était plus déjà le fait de pas qu'il soit seul. Oui. Et que moi aussi je sois présente. Enfin, pour moi c'était important en fait. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc tu as pu affirmer ce choix. Oui. Donc pareil, là tu as ces notions qu'il va quitter son corps. Enfin, pour toi c'est la fin du corps physique, mais pas la fin pas la fin du reste. Donc comment tu as justement est-ce que tu parles avec lui? Eh ben oui, parce que j'avais vraiment envie d'accompagner en fait, d'accompagner ça, peut-être aussi de le rassurer, parce que il n'était pas croyant dans ce sens-là. Oui, il n'avait pas les mêmes justement convictions que toi. Non, ou alors il affirmait que non, je ne sais pas. Mais j'avais vraiment envie de l'accompagner, surtout que quand lui est parti se faire opérer, j'avais ressenti beaucoup de peur en fait, il avait énormément de peur. Et du coup, pour moi c'était important d'aller le rassurer, d'aller lui dire peut-être un petit peu comment ça allait peut-être pouvoir se passer, et que il fallait qu'il y aille en fait, que nous on s'en sortirait, que nous peut-être que ce serait même plus léger pour nous s'il acceptait de partir vraiment. Et donc pendant que l'autre éteignait les machines, c'est ce que je lui ai dit. J'ai parlé avec lui, je lui tenais la main, j'avais une main dans sa main, l'autre posée sur son cœur, et vraiment je lui disais écoute, voilà. Et donc je lui expliquais un petit peu tout ce qui se passait. Et ça s'est passé de façon fluide du coup. C'était comme tu es un peu dans toujours cet espace un peu cotonneux, qui te met un petit peu à l'écart de la puissance des émotions. Je vais pas dire que c'était joyeux, c'est pas, parce que ça, on l'entend pas forcément, la joie de ce côté-là, mais c'était souriant, tu vois. C'était beau, c'était apaisé et souriant. De... Enfin, c'est ce que je ressentais en moi, tu vois. Une paix et un sourire intérieur. Et donc après, quand ça s'arrête vraiment. Alors il y a ça s'arrête, puis il y a eu d'autres phases parce que il se passe tellement de choses en tellement peu de temps en fait. À l'annonce où il nous dit il va falloir que vous preniez la décision. Là je rentre chez moi et là j'ai explosé en fait. Là j'ai explosé, j'ai hurlé en disant mais déjà on me demande d'accepter de le laisser partir. Mais
pourquoi on me demande de prendre la décision, quoi. Et ça, j'ai vraiment hurlé. J'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. Et ça, c'était donc avant. C'était juste la veille, en fait. La veille, tu es rentrée un peu chez toi. Et parce que la veille, il nous avait annoncé qu'il fallait le débrancher. Et il nous a dit, bon, bah, je vous laisse jusqu'à demain. Et demain, on procède. Et en fait, une fois que tu vois, t'es lavé un peu de tout ce qui a besoin de sortir, de tout ce truc, en fait, je me suis rendu compte que la décision, elle ne m'appartenait pas, en fait. Que ça appartenait à son âme, que là, c'était juste un geste humain, humain, mais que la décision de partir, c'était lui, c'était son âme qui l'avait déjà eue. Oui, parce que sinon, juste avant ça, tu étais dans mais c'est moi qui vais choisir et porter c'était comme ça m'avait percuté. J'ai dit mais pourquoi on me demande de prendre cette décision-là? C'est trop lourd, quoi. Et puis jusqu'au moment où j'ai fini par me rendre compte que non. Oui, c'était déjà... pas une demande de décision, c'était déjà en cours, quoi. Et que moi, j'avais aucun pouvoir dessus. Et là, en fait, ce qui se pose et ce qui se met en place, c'est le chemin sur l'acceptation, en fait. L'acceptation du départ. Qui arrive qu'au bout du chemin. C'est ça. C'est le chemin vert, mais justement, après, tu vas nous raconter tout ce que tu as traversé. Alors, donc, l'acceptation. Et puis, après, forcément, ce fameux jour où on a débranché. Quand je suis partie Il y avait tes enfants ou pas? Alors, pour débrancher, ils n'ont pas voulu assister, mais ils étaient présents dans les lieux. D'accord. Mais ils n'ont pas voulu y assister. Et on est repartis tous ensemble et c'était paisible en fait après. Comme si tout n'était pas réalisé en fait. La prise de conscience, elle n'était pas complètement faite. Mais c'était paisible. C'était paisible. Et puis après, c'est tout le bazar de paperasse. Ça, c'est énorme. Parce que tu n'as qu'une envie, c'est de te poser. Et en fait, tu peux pas te poser. Mais ça empêche, tu penses, une partie de... ça retarde une partie du processus. Je suis même pas sûre de ça, tu vois. Parce que quand tu prends du recul un peu sur tout le truc, ça me mettait en colère, ça me mettait dans un état de pleurs, j'en peux plus, je veux plus, tous ces papiers, j'en ai marre. Et en fait, tu te dis, est-ce que c'est pas un moteur non plus, tu vois, après. Tu te dis, est-ce que ça n'a pas aussi été un moteur qui t'a peut-être empêché de te poser, mais t'enfoncer dans quelque chose, quoi. Oui, c'est peut-être une des phases de la colère qui s'exprime contre ça. Et qui te remet un peu d'énergie pour te dire, allez. Allez. Et puis après, il y a toute la phase de la paperasse qui est très lourde en fait. Et puis après, la préparation aussi, pompe funèbre, machin. Surtout que là, c'est pareil, ça doit être hyper rapide. T'as pas trop le temps en fait. Oui, c'est ça, c'est 3-4 jours. À peine, parce que dès le lendemain, on est allé voir du coup les pompes funèbres. Et en fait, pour qu'il puisse sortir de l'hôpital, son corps, on n'avait que jusqu'à la fin de la journée. Donc ça a été très 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 rapide. T'avais déjà eu à accompagner Non. En fait, j'ai toujours eu très très peur de la mort, de tout ce qu'il y avait autour, toutes les symboliques, pompes funèbres, les tombes, tout ça, c'était quelque chose qui me terrorisait en fait. Et du coup, alors j'ai eu d'autres décès, mais je me suis toujours tenue à l'écart de ça. Et puis même dans mon métier, parce qu'avant j'étais infirmière, tu vois, et forcément, tu passes, il y a des décès, mais tu le passes derrière la blouse blanche, c'est pas la même chose. Et donc, j'ai toujours réussi à me tenir à l'écart de ça. Sauf que là, il a fallu que j'y aille, quoi. Et finalement, tu le voyais d'une autre façon? Et ça a été vraiment assez incroyable. Enfin,
encore des signes de la vie, quoi, qui sont là pour Ah t'aider, oui, par exemple. et ben, je suis arrivée avec les enfants dans les pompes funèbres, et en fait, toi, tu t'attends vraiment, tu ouvres la porte, tu te dis, il va y avoir un silence de mort, quoi, là-dedans. Et en fait, non, il y avait un aspirateur. Ah oui. Et là, alors, c'était tout mon cheminement, hein, et là, tout de suite, je me mets à sourire en me disant, ben, regarde ce que la vie te dit, en fait. Tu vois, c'est des trucs qui t'ont toujours fait peur. Aspire tes vieilles croyances et va le rencontrer autrement, quoi. C'était déjà la médecine symbolique qui te guidait? Alors, il y avait la médecine symbolique, mais pas que. D'accord. Parce que la médecine symbolique a démarré tout juste, en fait. Okay. J'ai démarré juste 3 jours avant son décès. Ah, c'est... Ouais, c'est encore une autre, enfin, encore un autre cadeau de la vie, quoi. Et non, c'est bien avant, en fait, j'ai, dans le cadre de mon métier de décoratrice, en fait, j'ai croisé le chemin de quelqu'un qui enseignait le feng shui. D'accord. Et ça a vraiment été la main tendue, parce que au-delà du feng shui, elle m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, quoi. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc là, l'aspirateur, c'était aspirer, c'est le vivant, c'est le bruit. Ouais, et puis c'était aspire tes vieilles croyances sur tout ce que tu vas rencontrer là, quoi. C'était vraiment ça, toi, le et message. Laisse faire le nouveau, en fait. Laisse, voilà. Fais avec autrement qu'avec des peurs. Oui. Ouais. Et il y a d'autres thèmes comme ça où ta vision a changé? Ah ouais, ouais, c'est vraiment un cheminement, ce processus de deuil, en fait. Oui. C'est vraiment un cheminement, et quand et c'est pour ça que je voulais partager, quand tu as cette autre conscience que tu peux regarder les choses sous un autre point de vue, et pas celui forcément du concret, de l'œil, mais quand tu arrives à t'écarter un petit peu, tu vois tout autrement. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as vu? Tellement de choses, il faudrait lire le livre, il y en a plein dedans. Oui. Mais beaucoup de choses, déjà, tout ça, quoi, tout ce processus avec les pompes funèbres. J'ai demandé, moi ils ont été adorables, hein, vraiment des gens impressionnants. Ouais. Ça c'est important. Ouais. Ouais. La chaleur humaine. Ouais. Alors du coup moi j'avais vraiment choisi des pompes funèbres en campagne. J'avais pas du tout envie de rentrer au cœur de la ville. Et donc dans un village à côté du mien. Et puis en fait quand il nous fait visiter, parce qu'il nous fait visiter les salles, et j'ai pas pu rentrer dans la salle. J'avais l'impression que j'avais une espèce de mur qui m'empêchait de rentrer. C'était vraiment une barrière. Et je venais juste de commencer la médecine symbolique et j'ai dit, il faut que je fasse un rituel, il faut que je fasse quelque chose en fait, pour peut-être nettoyer. Ouais. Alors, dans l'énergétique, je sais pas si c'était réel, tu vois, c'est quelque chose qu'on peut pas dire, ou si c'était moi qui avais vraiment juste besoin de ça pour moi. Peut-être les deux, hein, certainement. Oui. Et donc du coup, voilà, j'en ai discuté avec l'homme des pompes funèbres, qui me dit, mais bien sûr, pas de souci. Donc je lui ai dit, ben voilà, je vais revenir, je vais avoir mes baguettes, je vais peut-être avoir un peu d'encens, un peu de choses comme ça. Parce qu'en fait, les pièces, elles n'ont pas de fenêtre. Donc on a l'impression que toutes les énergies de tout ce qui a pu se passer et être, comment ça s'évacue en fait. Tu vois, ça s'aère même pas. Et donc du coup, voilà, j'ai fait avec mes filles de la musique. Tu vois, j'ai pris un peu tous les éléments. J'ai pris, il y avait un olivier juste dans la cour, donc avec les baguettes, j'ai demandé à ce qu'ils participent à la transformation des énergies que j'allais sortir. J'avais des bougies, j'avais le feu, vraiment j'ai essayé de jouer sur le son, sur plein d'éléments. Et puis on a fait ça, c'était joyeux, hein. C'était joyeux. On l'a fait et après voilà, je lui ai dit maintenant voilà, il peut venir dans cette pièce. Mais moi j'ai jamais réussi à y rentrer en fait. Ah oui. Non. Non, j'ai pas pu rentrer, j'ai pas voulu. Et je regrette pas en fait. Oui. Non. Oui. Non, et puis ça a été, voilà, tout ça, on partait chercher des fleurs pour la cérémonie. Et puis d'un coup, je me dis, mais mince,
on va se trouver face au cercueil. Et ça, c'était un des emblèmes qui me foutait la trouille, quoi. Et j'ai dit, mais comment je peux prendre la main là-dessus, tu vois? Oui. Comment je peux avoir un pouvoir que cet objet, en fait, qui fait peur, qui ramène vraiment à la douleur, à la tristesse, comment est-ce qu'on peut le transformer? Et j'ai rappelé les pompes funèbres et je leur ai dit, bah écoutez, voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour nous mettre à disposition le cercueil avant qu'il soit dedans, pour qu'on puisse y graver des choses, y écrire des choses? Et bah ils ont accepté et on a passé une après-midi avec tous les enfants, c'était super. Ah ouais, c'était vraiment chouette. On a rigolé, ça a vraiment une bulle d'oxygène, quoi. Ouais. Et du coup, bah, au moment de la cérémonie, quand le cercueil est la face, eh ben, c'était plus du tout douloureux, c'était notre véhicule qu'on lui offrait. En fait, c'était vraiment ça, quoi. C'est ce que vous aviez préparé. Ouais, et c'était joyeux et on a dessiné des sorcières parce que son dernier message qu'il m'avait envoyé la veille de son intervention, parce qu'il m'appelait souvent ma petite sorcière, il me disait voilà, je t'aime ma petite sorcière ou quelque chose comme ça. Donc on a dessiné une petite sorcière, plein de symboles en fait qui nous faisaient penser à lui ou de symboles qui nous liaient. Et chacun avait mis le sien en fait dessus. Donc c'était joyeux, c'était chouette. Donc ça c'est des choses que tu conseilles justement dans ton livre. Alors je conseille rien en fait, je partage ton expérience. Je partage mon expérience, je partage mes croyances et en fait c'est juste du partage. J'ai pas de conseils à donner, chacun a un chemin différent, mais juste pour dire il y a un chemin aussi comme ça qui existe, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas courant. Tous les pompes funèbres, elles doivent pas avoir l'habitude. Non, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais s'il y avait plus de gens qui faisaient ça. Et oui, donc tu ouvres un chemin qui peut inspirer les personnes. Et bon, à l'époque, en rigolant, je lui ai dit, écoutez, je reviendrai bien faire peut-être au sein de chez vous des actions, puis en fait le temps, puis le deuil, enfin je suis pour l'instant, mais qui sait. Oui, c'est vrai que c'est des idées qui naissent des fois de ce qu'on traverse. Puis en fait je pense que dans la vie, dans le temps, enfin l'homme a toujours vécu avec des rituels. Parce que c'était important les rituels, et on a perdu tout ce côté-là, et je pense que les rituels pour nous aider, ça peut être super important en fait. Et là moi je me suis rendu compte que vraiment c'était libérateur. C'était libérateur et ça te posait en fait, ça te remettait dans la position, je suis plus victime de ce qui se passe, mais je suis aussi créateur. Oui, tout à fait. J'avais interviewé Thierry Janssen sur son dernier livre alors je crois qu'il en a écrit un autre depuis, mais c'était Inventer nos rituels quotidiens. C'est ça, Et c'est vrai qu'en fait, c'est intéressant de comprendre quand dans le cerveau, ça calme l'amygdale. Tout à fait, Et donc ça ne laisse plus de place aux peurs, aux angoisses ou aux choses immaîtrisables. Et ça remet dans un cadre des repères. Des repères, et puis c'est surtout ce que je te dis, cette espèce de switch entre je suis victime de et en fait non, je suis créateur de. C'est comme on dit, qu'est-ce qu'on va faire avec... Dans le livre, je l'appelle reprendre le pouvoir en fait, dans le livre ça. Et donc je sais que quand il y a des gens qui ont commencé à lire mon livre et qui me disent tu peux pas parler de prendre le pouvoir, je lui dis mais si en fait, parce que tout dépend de ce que tu mets en dessous. Oui, le mot pouvoir était mal pris parfois. Oui, il peut être mal pris, mais en fait, pour moi, ça a été ça, quoi. Je reprends le pouvoir sur la façon dont je vois les choses. Oui, donc tu vas et donc je deviens créateur ou créatrice, et je ne fais pas que subir, en fait. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important pour te continuer à être nourri par la vie, à te donner l'élan de vie, en fait. Mais oui, du coup, c'est J'en fais quoi ? J'en fais quoi ? Deuil, voyage en terre incongrue. Donc, je montre l'image. Mais oui, c'est dans cette situation-là, mais c'est vrai pour toutes les situations qu'on pourrait avoir l'impression de subir. On peut réinventer et vivre à sa façon. Comme je dis dans le livre, changer de lunettes en fait. Pour
pour les regarder autrement ou d'un autre point de vue. Oui, sans fuir, parce qu'on pourrait se dire... C'est pas de la fuite, voilà, c'est juste essayer de sortir de presque de l'émotionnel qui est dessus, juste pour le regarder concrètement. Un peu comme la médecine symbolique en fait. C'est quoi le symbole? De quoi ça parle en fait? Si ça me touchait pas au plus profond de moi, comment je pourrais le regarder? Mais tout en vivant tes émotions quand elles sont... Forcément que t'es... Oui. Alors, j'en parle aussi, hein, j'ai mis beaucoup de couvercles au démarrage du deuil. Tu mets beaucoup de couvercles pour te protéger, c'est naturel. Et c'est naturel, ouais. Et en fait, ces couvercles, moi, je réussissais un peu à les passer en dessous en écrivant, en fait. Ouais. Très, très vite. Tous les soirs, j'écrivais. Un rituel, ouais. C'était vraiment mon rituel où j'allumais ma bougie, j'attendais qu'il fasse nuit, qu'il n'y ait plus de bruit dans la maison. Et je prenais mon cahier et j'écrivais. T'écrivais pas dans le but d'un livre? Ah non, du tout. Au départ, franchement, j'écrivais pour moi, comme si je lui parlais aussi, comme si je racontais, comme si je disais aussi comment moi je ressentais les choses, comment peut-être s'était passée ma journée, ou tu vois, qu'est-ce que je ressentais. Enfin voilà, vraiment, j'écrivais. Ouais. Et c'est super libérateur. Oui. Et puis ça m'a permis d'écrire le livre, puisque j'ai eu l'idée d'écrire le livre pas mal de mois plus tard en fait. Tu vois, il est décédé en septembre et j'ai pris la décision, enfin j'ai eu la première idée d'écrire le livre, on devait être à peu près en mars. Avril, je me suis dit ouais, ça serait bien, et j'ai dû commencer en mai-juin tout juste. Ouais. Et tous ces écrits, en fait, ils m'ont aidé parce que... T'avais gardé traces... j'avais gardé des traces de plein de choses. Que tu oublies, en fait, au bout d'un moment dans le processus. Et justement, après, là, au début, on m'est découvert, ça fait même partie des phases, les grandes phases de déni, de chantage, de se dire... Et après, tu as vécu des émotions qui t'ont surpris? Oui, alors en fait, c'est vraiment pour ça que je l'ai écrit. J'avais pas trop exploré ce qu'on appelle des phases de deuil, les choses comme ça, donc surtout au début, puis j'avais surtout pas envie, dans le démarrage du deuil, d'aller en relire ou en revoir ailleurs. Je voulais pas, donc je laisse porter le truc et je passe par des phases. Donc la phase de sidération, hein, tu vois, la première phase qui est en fait assez rapide. Et puis après la deuxième phase où tu as besoin de te raccrocher à tout ce qu'il y avait de vivant. Donc les photos partout, dormir avec ses habits, essayer de le retrouver partout en fait. C'est vraiment la phase où tu cherches tout. Et après vient la troisième phase. Et alors celle-là, je ne la connaissais pas et je ne l'ai pas vue venir. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait le plus gros. Tu vois, d'avoir traversé le plus gros. Et je me disais, c'est chouette, j'ai réussi à tenir le cap, bon an mal an, mais j'ai réussi à tenir le cap. Et là, l'effondrement total. Et c'est comme ça que je commence mon livre en fait. D'accord. L'effondrement total. 8 mois, 8, 9 mois. C'est propre à chacun. En fait, moi, c'est au bout de 5 mois. 5 mois, ouais. L'effondrement total. Et là, vraiment, où tu te poses même des questions sur le sens de la vie. Où la douleur est tellement énorme que tu sais plus quoi en faire, quoi. Donc là, c'est une énorme tristesse. Ou c'est de la colère, ou c'est au-delà de ça, il n'y a plus de sens C'est pas de la colère, c'est de la souffrance. Vraiment une grosse souffrance et plus d'énergie de vie. Beaucoup de fatigue. Et tu te dis, à quoi bon? Tu vois, vraiment. Et là, je me dis, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait de travers en fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Pourquoi je suis comme ça? Et puis là, la vie qui envoie toujours ce qu'il faut. Je tombe sur
une conférence YouTube d'un psychiatre spécialiste du deuil qui s'appelle Christophe Fauré. Et là, ça a été la renaissance en fait. Et là, il explique ces phases de deuil, ce processus qui est un processus naturel de cicatrisation de l'être en fait, comme notre peau fait avec une plaie, sauf que là c'est psychique, et qui explique en fait ces phases. Et là qui explique justement cette fameuse phase 3, et qui dit en fait c'est normal. Et là, j'ai tout lâché. Je pense que vraiment ce jour-là, j'ai vraiment conscientisé ce que c'était que le lâcher prise. C'est-à-dire que là, tu as accueilli au lieu de dire j'ai un problème ou je devrais en fait, je me bagarrais contre ce truc. Parce que j'étais là, mais non, il faut que je me raccroche, faut que je peux pas me laisser glisser. Puis j'avais l'impression de tomber dans un puits sans fond, quoi. Et t'es là, mais non, je dois me raccrocher. J'essayais dans tous les côtés. Tu débats en fait intérieurement, et je pense que c'est ce qui se produit encore plus de souffrance. Et t'es là et tu débats dans une espèce, et je le compare, tu vois, à une espèce de truc lourd et gras, comme une grosse boue dans laquelle tu marches avec tes bottes, et puis plus tu essayes d'avancer, plus c'est dur, moins tu y arrives, plus tu fais des efforts. Et là j'ai vraiment eu cette sensation où le fait qu'ils disent c'est normal, ça fait partie du processus, tu t'as pas besoin de te battre, parce que tu te dis mais en fait non, peut-être que j'ai l'impression que je glisse dans un puits sans fond, mais c'est normal, et ça veut dire que derrière ce puits, derrière ça, ça va remonter. Et donc j'ai lâché. Alors je sais pas comment, ça s'est fait comme ça. Le fait d'entendre c'est normal. J'ai lâché, et là, et tu vois, dans le livre je compare, tu vois, quand tu es dans cette boue avec cette botte, et que tu te dis non, je lâche en fait, j'arrête de lutter contre, je me fous à poil et je me laisse glisser. Et ça a vraiment été ça, quoi. Et donc concrètement, ça faisait que tu cherchais plus à avoir... Je cherchais plus à me bagarrer pour ni à remonter. Être joyeuse, ni à être... Non, je laissais faire, sachant que c'était très douloureux. Hein. C'est une phase qui est très très douloureuse, très souffrante. Je laissais faire le truc. Est-ce que cette souffrance, il y avait des petites choses pour te donner de la douceur quand même sur cette souffrance? Déjà juste le fait de savoir que c'était normal, puisque ça faisait partie d'un processus chimique en fait. Quand au moment de la sidération, tu as le cerveau qui vient sécréter des hormones pour anesthésier ton cerveau et t'empêcher de te rendre compte dans tout ton corps de ce qui vient de se passer. Et en fait, cette fameuse troisième phase de deuil qui arrive tard, parce qu'on se dit merde, pourquoi ça arrive aussi tard que ça? Mais c'est juste parce que là, comme on commence à être à distance de l'événement, et bien ces fameuses hormones, enfin voilà, disparaissent. Et là, tu te retrouves face à la réalité, quoi. Et c'est ça qui est hyper douloureux. C'est que enfin, je dis enfin, mais oui, parce que c'est important, enfin tu le conscientises dans tout ton corps. Et du coup, dans toute ta vie. Mais oui. Donc comment ça s'est passé? Ça a duré longtemps? Comment... alors c'est toujours pareil, c'est propre à chacun. Après, moi, j'ai vraiment eu cette sensation dans tout ce que j'ai croisé, tout ce que j'ai rencontré, qui avait cette espèce d'envie de vie qui était derrière, tu sais, qui était là, allez, vas-y, enfin, qui m'a poussée à faire plein de choses. Et forcément, j'ai utilisé les outils que j'avais. J'ai très très vite fait du vide dans la maison, jeté, débarrassé, pour que toute cette énergie qui s'était figée en quelques secondes, tu vois, pour lui permettre de recirculer. Mais ça aussi, c'est parce que j'ai fait une formation Feng Shui. Et pour moi, c'était important d'aider les énergies à repartir. Donc j'ai commencé à vider, changer des choses. J'ai commencé à faire des actes, à poser des actes pour la suite. Et donc j'ai commencé à me prévoir des petites vacances
des choses. Tu sais, c'était un peu, je les compare un peu comme ces petits bonbons que tu prends et que tu suces et qui vont t'amener de la douceur pendant le temps. Parce que même si, en fait, ces vacances, tu n'étais même pas sûre de pouvoir avoir l'argent pour les payer, parce qu'il y a aussi ce côté-là hein, dans le deuil, enfin dans la perte du mari qui arrive, le côté financier qui est très très lourd aussi à côté. T'es même pas sûr de pouvoir, mais tu sais que tout le temps que tu vas sucer ton petit bonbon en te disant tiens, il y a ce truc-là derrière, ben, c'est déjà de la douceur que tu te donnes, quoi. Oui, tu te projettes un petit peu, t'arrives et t'en rêves, et t'es là, ah ouais, mais je me suis prévu un truc, ça va faire du bien, ça va être chouette. Et j'ai posé plein de petites choses comme ça, bah pour m'aider, tu vois, à avancer tranquille sur le truc, parce que sachant que le fond est difficile, en fait, cette période qui est beaucoup plus souffrante et pas facile à passer. Et ben ouais, moi c'est un petit peu ce que je sais pas, mon truc intérieur me faisait faire. Me disait vas-y, pose des petits actes, pose des choses. Ouais. Et à ce moment-là, tu ne travailles pas Si, bah, de toute façon, j'ai pas eu le choix. Quand il est décédé, je venais juste de commencer un chantier professionnel. Et 15 jours après, il fallait absolument que j'y sois parce qu'on m'attendait pour les couleurs, pour tout ça. Mais j'aurais bien aimé rester chez moi, à me coucouner, à rien faire, à juste être dans le truc. Rentrer dans la vie rapidement, je pense que c'est bien aussi. Mais oui. Ouais. C'est dur. C'est dur, mais c'est bien. C'est bien. Par contre, tu vois, il y a plein de choses, et c'est pour ça que j'en parle aussi, plein de choses difficiles. Je faisais partie de beaucoup de réseaux d'entrepreneurs. Il a été impossible pour moi d'y remettre les pieds. Mais vraiment impossible. J'avais pas envie de croiser des gens que je connaissais bien. Et je préférais aller à la rencontre de gens qui savaient pas. Et tu vois, même, et tu vois, j'en parle, j'ai posé assez rapidement un temps où j'allais voir mes amis sur le bassin d'Arcachon, où j'ai mon amie qui m'a tendu la main et qui m'a enseigné à beaucoup de choses, qui étaient là. Et en fait, elle me disait, bah écoute, voilà, toutes les autres amies que tu as rencontrées, elles aimeraient bien être là. Te voir, en fait. Et là, il y a une espèce de monstre et de colère intérieure qui monte. Et là, je me surprends à penser, elles ont envie de voir la femme en deuil. Enfin, toi, elles ont envie. Et puis après, je me dis, mais oh là là, mais pourquoi ce truc vient à moi et pourquoi ça me met tant en colère, en fait. Et en fait, je me suis juste rendu compte que ce qui me mettait en colère, c'est ce que je voulais éviter. C'est d'aller regarder ma douleur dans les yeux des autres. C'était très très dur. Et ça, c'est pas facile. Oui, parce que ce qu'elle t'aurait renvoyé, t'étais obligée de te montrer. Enfin, quand c'est des gens que tu connaissais pas, tu pouvais quand même prendre un petit masque entre guillemets, mais face à des gens qui savaient, tu pouvais pas. Et donc tu voulais pas être dans ce que t'étais à ce moment-là face. Et donc après, comment... Alors donc j'y suis allée, j'ai eu de la fièvre, j'ai eu 38 de fièvre tout le temps, ça c'est pas étonnant. Et puis en fait, non, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'avais perçu comme une curiosité malsaine en fait. C'était juste moi qui avais trop peur de voir ça. Non, parce qu'en plus, il y a des gens aussi qui fuient les personnes, qui ne veulent pas aller voir des personnes en deuil ou malades. Des fois, c'est plutôt ça. Parce qu'eux-mêmes, il faut qu'ils puissent être sûrs de pouvoir voir. C'est difficile de se positionner face à quelqu'un en deuil, je me rends compte. Et avec toutes les contradictions que moi, perso, j'ai vécues, mais je pense que je ne dois pas être la seule. Dans ce deuil en fait, c'est j'ai envie qu'on me voit, mais je veux pas que les gens que je connais, je veux pas les voir, tu vois, c'est vraiment, je veux qu'on me voit, je veux qu'on me plaigne, mais en même temps je veux être forte. C'est vraiment une espèce de boum. Donc je laissais faire toutes ces contradictions, parce que tu dis tu peux,
voilà, faut laisser faire en fait. Enfin, moi, en fait, c'est ce que j'ai fait. Tu as besoin de douceur, donc on voit ta souffrance, mais tu n'as pas envie d'être... J'ai pas envie qu'on me la renvoie tout le temps en fait. Ouais. J'ai pas envie qu'on m'enlève mon couvercle. C'est ça quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. D'accord. Et alors après, c'est tellement dense en fait. Il y aura beaucoup de choses, mais là, le livre est sorti quand? Le livre est sorti à l'automne dernier. D'accord, donc 2 ans après 2 ans après le décès. Oui. Et aujourd'hui, tu en es où et quelles seraient les grandes choses qui sont arrivées auxquelles tu t'attendais pas? Comment tu vois la vie? Alors, pendant le deuil, il est arrivé beaucoup de choses dont je ne m'attendais pas. Déjà, toute cette phase de contradiction, c'est vraiment quelque chose... et tu comprends pas, en fait. Tu veux et tu veux pas. T'es vraiment déboussolé, c'est vraiment ça. Donc, il y a cette phase-là. J'ai eu une phase alors que j'appelle... excusez-moi. Je prends mes lunettes. J'ai eu la phase de pulsion. J'ai eu une phase de pulsion sexuelle. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Énorme. Pulsion de vie. Ouais, mais à tel point que j'arrivais plus à rien faire. C'était puissant. Et c'est pour ça que je l'écris, parce que je me dis... forcément, le premier sentiment qui vient, c'est la culpabilité. Tu te dis, mais quoi? Je suis en deuil, mon mari est mort et mon corps, lui, il a envie de faire l'amour, quoi. Et donc, voilà, j'ai eu cette grosse phase de ça. Et après, alors, une autre phase, alors, qui, elle, pourrait amener à beaucoup de culpabilité, où en fait, j'ai fait comment on appelle ça? Un focus sur une personne en fait. Une obsession? Une obsession. D'accord. Et qui m'a emmenée à aller analyser plein de choses. Mais vraiment, j'ai fait une obsession. Alors qu'il n'y avait pas raison? Non, non, c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. C'était vraiment un très bon copain. Mais sans plus, quoi. Enfin, voilà, il n'y avait pas... Mais pendant donc je pense que c'est aussi les pulsions qui ont mené à ça. Et puis ça m'a emmené à une analyse en écrivant, en fait, tout s'est fait en écrivant là. Une analyse qui a été vraiment très profonde sur une vieille blessure qui est remontée avec peut-être une névrose que ça avait pu engendrer. Enfin voilà, ça a été vraiment, ça m'a emmené dans beaucoup de profondeur en fait. Donc ça n'a pas été de tout repos. Non, ça n'a pas été de parce que déjà le deuil, mais alors quand on traverse en plus des états qu'on ne maîtrise pas, quoi. Mais non, qu'on ne maîtrise pas, Et comment on peut expliquer? C'est une réactivation peut-être des chakras, je pense que c'est la vie qui a envie, qui a envie de couler, quoi. Donc c'était bon signe, c'est que ça, je pense, ça recircule, mais de façon comme un barrage, que tout d'un coup on lâche. Très violente, parce que ça arrivait très vite en fait, cette phase de pulsion. Moi j'avais entendu, moi j'ai jamais, mais que certains, même vraiment dans... peut-être pas le mari, mais quand ils perdent un proche, une mère, peuvent avoir envie de faire des enfants, dans un lien de corps et de corps et d'âme en fait, et dans et certainement que qui est une énergie de vie en fait. C'est ça, c'est une énergie de vie. Qui recrée le 1 à 2 aussi, il y a ça aussi, je pense, qui se joue derrière. Et donc comment t'as... après c'est tout un chemin de compréhension et forcément l'obsession s'est atténuée et c'est déjà quand de l'accepter. Tu commences à voir, il faut l'accepter avant de l'atténuer, sinon elle s'amplifie. Il faut accepter, puis l'écriture aussi m'a aidée en fait à comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui avait besoin d'émerger aussi derrière. Et donc alors tout ça s'est apaisé et puis la phase 3 elle est très très longue, la l'avant-dernière phase elle est très très longue et
Et donc j'ai cheminé dans ça, et puis j'ai eu ce besoin d'écrire ce livre qui est monté en fait. Oui. Et ça, c'est un sacré moteur qui est là derrière. Oui. Même si dans l'écriture, tu vas retourner dans des moments difficiles en fait, ça reste un moteur. Oui. Ouais. Ça reste un moteur. Ça qui permet aussi de revivre et de continuer de libérer certainement. Eh bien oui, parce que en fait, en écrivant, enfin moi je me suis rendu compte qu'en écrivant, il y avait des choses qui arrivaient en fait dans l'écriture et qui m'aidaient vraiment à aller explorer d'autres couches, d'autres étapes, d'autres envies aussi. Oui. Ouais. T'as eu d'autres comme signes d'échange avec ton mari? Ben oui, il y en a eu beaucoup. Ouais. Il y en a eu vraiment beaucoup. Alors j'ai écrit un chapitre dessus parce qu'à la fin je parle aussi un petit peu de tous les VSCD, les vécus subjectifs, les EMI, les EFCD. Enfin, je parle un petit peu de tous ces phénomènes qui peuvent arriver lors de deuil, ou les EMI, c'est pas vraiment du deuil, mais c'est un instant de mort en fait. Oui. Et donc du coup, et ce qui tombait très très bien, puisque Christophe Fauré a sorti un livre là-dessus, et en expliquant un petit peu déjà ce que c'est, et puis surtout en allant mettre en avant les travaux de tous les gens, les médecins qui travaillent là-dessus, qui explorent, et pour aller aussi expliquer quand, par exemple, tu rencontres des gens très cartésiens qui disent voilà, c'est normal que des gens en deuil puissent vivre ça parce que c'est peut-être la souffrance. Et en fait, dans tous les travaux qui ont été faits, ils montrent qu'il y a des gens qui ne sont même pas au courant du deuil et qui le vivent. Donc ils ne sont pas dans la souffrance. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est très très dense comme livre, qui viennent montrer que non, il y a peut-être autre chose que pour l'instant on peut peut-être pas expliquer, mais qui est bien présent. Voilà. Et donc oui, moi j'ai vécu beaucoup d'autres choses comme ça. Alors je l'ai pas vu, mais beaucoup de signes, de symboles, de synchronicité, de messages. C'est toujours très apaisant en fait. Ça oui, c'est ça ce que j'allais te demander, c'est plutôt toujours apaisant, des fois ça te renvoie de la tristesse, du manque, ou non, c'est toujours... Enfin moi je l'ai toujours reçu comme au contraire un apaisement, et exactement tu vois comme quand j'ai reçu le message à l'hôpital, c'est il y a toujours une communication qui est là, voilà. Et ce besoin en fait d'être encore en lien, mais justement j'ai vu dernièrement à l'occasion de la Toussaint que tu marquais c'est important de laisser les personnes décédées tranquilles. Oui. Alors t'en es où avec... en fait je pense, c'est vraiment mon ressenti personnel, que pendant toute cette période de deuil, toute cette cicatrisation, c'est des choses qui sont très précieuses. Mais il arrive un moment où en fait, on n'en a plus besoin. Oui. Parce que, alors, pour deux choses, enfin je pense, déjà la première, c'est peut-être que son âme a autre chose à faire. Oui. Tu vois, continuer son chemin. La deuxième chose, c'est que moi aussi, j'ai besoin de continuer mon chemin. Oui. Et pas en restant attachée toujours à quelque chose du passé, en fait. Oui. Parce que, en fait, quand tu... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand vraiment tu arrives à la fin de ce processus de deuil, et que tu laisses, en fait, partir les choses, t'as un truc qui se pose en toi. Et qui dit, comme une petite lumière, tu sais, et qui dit... En fait, ce sera toujours là. Oui. Et tu n'as plus besoin d'avoir des signes humains extérieurs, parce que le lien, il est ailleurs, en fait. Et tu n'as même pas besoin d'y penser, t'as même pas... Tu sais que le lien, il est là. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher, quoi. Oui. Ouais. Et enfin, pour moi, quand j'ai ressenti ça, j'ai su que ça y est. C'était fait. C'était quand justement? Combien de temps ça a pour été toi un petit peu plus d'un an. D'accord. Après. Ouais. Un petit peu plus d'un an après. Ça a été difficile.
Parce que tu t'attends des fois au bout d'un an que ça va, bon an, mal an, tu vois, t'as fait quand même pas mal de chemin. Et t'as prévu, parce que c'était pour les dates anniversaires, tu vois. Oui. Moi, j'avais prévu d'autres choses joyeuses, en fait, parce qu'il est décédé très peu de temps avant mon anniversaire. Donc, tu vois, j'avais vraiment besoin de remettre de la joie et pas de laisser imprégner des dates comme ça, de choses lourdes ou douloureuses et difficiles, parce que ça sert à rien, en fait. Et donc, j'avais prévu plein de choses, j'avais posé des choses très chouettes. Et puis en fait le truc il m'a quand même rattrapée quoi. Ah oui. Ah oui. Je me suis retrouvée, tu sais, et puis ça a été brutal en fait. Ça a été un revers qui m'a plaqué au mur quoi. Ah oui. Et je me suis dit mais what pourquoi quoi. Et d'ailleurs j'avais un stage en médecine symbolique juste dans cette période-là. Et est arrivé justement dans un des soins en fait qu'on me faisait la présence énergétique de mon mari qui était toujours là. Et puis je dis non, j'ai bien avancé, il n'y a pas de raison qu'il soit là. Et la personne qui était là, elle m'a un peu trop secouée. Et que j'ai pas aimé du tout et que je conseille pas parce que chacun son rythme en fait. Et je me dis, mais ouais, parce que je vais pas bien en fait. Et j'allais vraiment pas bien. Et je me dis, zut, pourquoi maintenant, après tout ce temps? Et donc, du coup, je pose la question à mon amie, et elle me dit, peut-être qu'il y a encore des choses que t'as pas vues, que t'as pas lâchées, peut-être que tu retiens encore. Je dis, mince, pourtant, j'ai pas l'impression. Et donc du coup, comme j'étais formée à la médecine symbolique, je prends les baguettes, puis je dis, allez, je regarde aussi pour moi. Et le message, ça a été ça, quoi. En fait, la peur de plus avoir la communication qui était là. Et donc, je savais pas trop comment me dépatouiller de ce truc-là. Et je repense à... j'ai mes amis qui venaient de m'offrir un livre d'une médium qui a perdu son fils et qui écrivait un livre sur les heures miroirs. Et je me dis, tiens, je vais l'appeler. Et donc je l'ai appelé et je lui ai dit, mais explique-moi ce qu'on entend par ce fil rouge qui nous maintient, explique-moi pourquoi. Et là, en fait, elle m'a vraiment expliqué ce que c'était. Et il y a un truc qui s'est... Tu sais, c'est jamais une décision du mental, en fait, de lâcher les choses. Oui. C'est une espèce de déclic intérieur qui se fait, de compréhension, en fait. C'est vraiment la compréhension de la chose. Et en fait, j'ai compris ce jour-là que ce fameux fil rouge qu'on tisse avec les gens de notre entourage, en fait, je le maintenais parce que peut-être qu'inconsciemment, j'avais toujours envie d'avoir une communication par signe ou par autre. Et elle m'expliquait en fait que ce fil rouge, il était relié à quelque chose de mort, et c'est ça qui me faisait mal en fait. Et elle m'a dit, le jour où tu vas réussir à couper ce fil, en fait, tu vas te rendre compte que t'es jamais séparé de l'autre, mais que t'es plus raccordé au mort, donc plus à la personne en tant que personne. Oui. Et c'est ça que le mental, il n'arrive pas à comprendre ça. Et en fait, c'est exactement ce que disait Christophe Fauré dans son livre, en fait, que quand tu réussis à faire ton deuil, c'est que tu réussis à avoir un rapport intérieur et puis extérieur. Et c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, d'avoir, comme je dis, cette petite étoile à l'intérieur et qui demande plus à avoir quelque chose. Parce que tu sais que c'est là, en fait. C'est intégré, quoi. Ouais. D'accord, ouais. Et donc, ça, c'est arrivé un tout petit peu plus d'un an après, 1 an et 2 mois, 1 an et 1 mois, je sais plus bien. Et depuis, donc ça fait 2 ans, t'as pas des... Parce que, encore une fois, c'est un chemin et des fois on croit que ça y est, puis il y a une autre chose qui réarrive. Alors, c'est difficile à dire. Il y a beaucoup d'autres épreuves, beaucoup d'autres expériences de vie qui viennent. Mais j'ai pas cette... des fois, quand on discute, forcément, il y a l'émotion qui remonte. Peut-être un peu de tristesse, mais pas de douleur, en fait. C'est vraiment
le jour où j'ai fait l'intégration de ça, j'ai l'impression qu'on m'avait enlevé un poids sur les épaules. Je me sentais légère, je me sentais prête à m'envoler, à expérimenter plein de nouvelles choses. Oui. Vraiment là, une libération. Ah oui. Vraiment une libération. Après, ben, ça n'empêche pas oui, quand peut-être on peut reparler des fois, ben, quelque chose forcément qui retouche un petit peu. Mais voilà, c'est doux, c'est doux. C'est doux, c'est doux. Et surtout, c'est souriant, moi, je trouve. Ouais. Et c'est ça qui est chouette. C'est de réussir à mettre un sourire dessus. Ouais. Oui, bah oui. Ouais. Et tes enfants, ils ont pu suivre un petit peu? Alors, oui, bah, chacun a son chemin avec ces choses. Bah, forcément, ils ont été très impactés aussi. Et ils l'ont chacun vécu à leur façon. Ils avaient quel âge? Bah, ils sont grands, hein, mes enfants, tu vois. Mon aîné, là, aujourd'hui, il a 35 ans. L'autre, elle a 32 ans, 30 ans, 25 ans. Donc, tu vois, c'était il y a 3 ans en arrière. Ils ont chacun vécu. Je sais que ma fille, ma deuxième, qui est la première que j'ai eue avec lui, puisque mon aîné, je ne l'ai pas eu avec lui. Je pense que c'est celle qui a été peut-être de loin le plus impactée. Était très fusionnelle, très impactée, plus cartésienne, donc plus de mal à aller s'ouvrir à d'autres choses, quoique je pense que cette expérience en fait l'a aidé aussi peut-être à voir que peut-être il y avait autre chose derrière. C'est ça en fait, tu dois faire ton deuil de femme et puis voir aussi peut-être la souffrance des enfants. Enfin, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, ouais. Mais après j'avais aussi cette conscience que bah, ils sont adultes, hein, que c'était aussi un chemin qui leur appartenait à eux. Mais oui. Ouais. Et ils ont été vraiment très présents pour moi par contre, franchement, super. Ouais. Et voilà, et après mon fils, bah, ça a été difficile. Il commençait depuis 1 an ou 2 à s'ouvrir aussi à d'autres dimensions. Ça n'a pas empêché que, bah, de toute façon, on est toujours percuté d'une manière ou d'une autre, quelles que soient nos croyances. Hein, et c'est vraiment un chemin à faire. Ça va mieux, bon, il a des choses à voir. Et la dernière, qui était peut-être la plus avancée sur le chemin, ça va bien, elle. Ouais. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Alors, ben, mon livre, on peut le trouver à la librairie Chrysalide, on peut le trouver à Angers, à la librairie de l'Éden aussi à Angers, et sinon sur Amazon. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Donc on mettra les liens où on peut le trouver. Hein. Et puis, si tu avais un grand... là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de partager, comme tu dis, on donne pas de conseils. Tellement de choses. Si tu avais une petite conclusion de là où tu en es, de ce que cette expérience t'a fait traverser aujourd'hui, qu'est-ce que tu... C'est dense en fait, hein, parce que c'est une expérience de vie énorme. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose où vraiment tu t'es passé d'une personne à une autre? À une autre. Alors déjà mon rapport à la mort. Oui. Il a beaucoup changé. Ça me faisait très peur. Oui. En fait, j'ai beaucoup moins peur. Oui. De ça. De ta propre mort ou de la mort des autres? De toutes les morts. Ouais, de toutes les morts. Après, en fait, j'ai juste envie de dire qu'il ne faut pas douter, qu'on a une force en nous, en chacun de nous, hein, qui est présente et qu'il faut juste la laisser s'exprimer en fait. Et pas lutter. Je crois que le combat et la lutte, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans la vie, parce que ça fait pas partie de la vie en fait. Que le combat, c'est s'affronter. S'affronter, c'est-à-dire se cogner contre quelque chose, et ça permet pas d'avancer. Donc quels que soient les combats, hein,
Ouais. C'est la résistance fait mal, quoi. Et c'est ça qui fait souvent le plus mal. Ouais. Alors moi j'ai encore du chemin à faire là-dessus, hein, je m'en rends bien compte dans plein d'autres domaines, mais je sais, j'en ai quand même la conscience que quand des fois sur d'autres choses où je peux souffrir en fait, que peut-être c'est parce que je veux combattre. Ouais. Et ça, faut le vivre. Et c'est très difficile en fait de lâcher. Ouais. D'accepter de lâcher la culpabilité. C'est la pire des choses qui puissent exister sur Terre. Ouais. On est juste là pour vivre des expériences en fait et comprendre les choses. Et que garder de la culpabilité en fait c'est quelque chose qui nous empêche de vivre. Et que tout ce qu'on a pu traverser, faire, c'est une expérience et que à chacun de nous d'en tirer les leçons et puis peut-être de rediriger son chemin en fonction d'eux. Et parce que ça, je pense que c'est le plus gros sac à dos de l'homme, la culpabilité. Qui est de la colère rentrée, on dit. C'est beaucoup de choses en fait. C'est beaucoup de choses. Ouais. Et puis pas lâcher en fait. Ouais. Pas lâcher, pas vouloir. J'allais dire pardonner, mais je pense que le terme pardonner est trop mal perçu. C'est lâcher les choses qui nous ont fait souffrir, quelles qu'elles soient. Qui que ce soit nous les fait en fait, et pas s'accrocher, parce que s'accrocher à ça, c'est continuer à le faire vivre et continuer à souffrir en fait. Et ça, je me rends compte que, tu vois, dans les soins que je fais en médecine symbolique ou dans la vie courante, tellement de gens continuent à se faire du mal. Parce que le mot pardon, ils l'entendent. Enfin, c'est un mot qui comprend trop de choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. Et je préfère juste dire lâcher, laisser s'en aller le truc, quoi. Laisser s'en aller pour qu'on arrête nous de souffrir. Parce que l'événement, il est plus là. Oui, puis c'est pas une décision mentale de pardonner, c'est le processus qui après, on se sent dans le pardon parce qu'il n'y a plus de matière à. Il n'y a plus de matière à. Et que voilà, quand on va sur le chemin, qu'on avance, voir un petit peu tous les cadeaux que la vie elle est là et qu'elle nous réserve en fait. Se permettre de les voir surtout. Et puis d'y accéder. Et de les prendre. Surtout de les prendre. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura une vie pompélope avec que du fluide, parce que c'est pas la vie en fait. Mais c'est l'intime croyance que derrière chaque expérience, qui n'est pas confortable, il y a un cadeau quand même derrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cette discussion vous apportera aussi des graines d'espoir, vous inspirera et n'hésitez pas à vous procurer le livre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.